Alors, Monsieur le ministre, on pourrait peut-être commencer par la dernière question, l'accaparement de terres par des riches. En milieu périurbain. En milieu périurbain, oui. Non, vous savez, quand on parle d'accaparement, c'est quand même fort. Parce que, à ce que j'ai compris à travers la question, ce n'est pas des gens qui vont faire de l'occupation. J'ai bien compris que ce sont des terres qui ont été cédées, et même si ça n'a pas été cédé par la volonté de l'ensemble des habitants, ce n'est pas quand même une occupation. Et donc, on ne peut pas parler d'accaparement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une terre qui n'est pas exploitée, bien entendu, ne produit pas du tout. Donc, il faut peut-être être mesuré pour... je ne sais pas exactement quel est le problème, mais ça m'étonnerait qu'on puisse accaparer des terres pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que les populations les plus modestes perdent un jour, par exemple, leur propriété parce qu'elles sont achetées par des riches? Alors là, pas du tout. Non, je pense que l'outil de survie des populations, leur outil d'émancipation, c'est la terre. Donc je pense que quelqu'un ne pourrait pas se dépouiller totalement des terres sur lesquelles il est censé faire de l'exploitation pour vivre, et se débarrasser de ça, même si c'est au profit de quelqu'un fut-il riche, comme vous le dites. Donc je ne pense pas, peut-être ce sont des cas isolés, mais toujours est-il que quand il y a ce qu'ils appellent vente, parce que j'ai bien entendu le mot vente, quand il y a vente et achat, bon, c'est une transaction. Maintenant, est-ce que la transaction est régulière? Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il que les terres, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des terres qui se trouvent au niveau de collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, comme je l'ai aussi dit tout à l'heure, ont des espaces réservés à la conservation, des espaces d'exploitation et des espaces d'habitation. Donc, tout cela doit être pris en compte au niveau du plan de développement local. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, je pense que ce sont ces aspects qu'il faut intégrer au niveau du plan communal de développement pour avoir des espaces de conservation. À partir du moment où les espaces sont déclarés espaces de conservation, ils ne peuvent servir à aucun autre usage. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut résoudre ce problème, mais toujours à partir des acteurs locaux, pas seulement les conseillers municipaux. Il y a les coutumiers, il y a les CVD et il y a bien d'autres acteurs au niveau local. Monsieur le ministre, quand on prend l'axe Ouaga-Kombisiri ou l'axe Ouaga-Tanguin-Dassouri-Kokologo ou encore Boubou-Dioulasso-Soumousso, dans toutes les directions, on constate un phénomène. C'est peut-être ça qui a amené celui qui nous suit, les citoyens qui nous suivent à poser la question. Il y a un phénomène. Si ce n'est pas borné, c'est des débuts de clôture, l'ensemble de l'axe. Un citoyen quelconque qui voudrait investir, est-ce qu'il a la possibilité encore de trouver un lopin de terre sur ces axes-là quand on sait que c'est immobilisé? En tout cas, c'est visible sur des kilomètres par des citoyens. Et vous l'avez dit, une terre immobilisée ne produit pas. Est-ce que les collectivités peuvent tirer quelque chose de cette terre-là, une fois, même si c'est avec des transactions, et que l'intéressé a juste mis une clôture et il attend bonnement un jour que ça ait de la valeur pour revendre ça? C'est de la spéculation. Non, moi je pense que lors des états généraux des lotissements, sur les lotissements, on a parlé un peu de cette question d'immobilisation, cette question de parcelles non mises en valeur, en ce qui concerne les terres au niveau urbain. Je pense que ça doit être la même chose au niveau des terres, on va dire, rurales. Parce qu'une terre immobilisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas productive. Et si elle ne produit pas, elle ne rapporte pas. Donc, ce n'est pas une question de clôture ou de c'est ce qu'on veut en faire, la destination. Donc, je pense que c'est une question qui vient à point nommé, parce qu'on ne peut pas non plus être partout à la fois. Et quand des situations de ce genre sont soulevées, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et c'est à nous maintenant de voir
avec les collectivités, comment on peut trouver. Sinon, les cadres juridiques sont là. Et si quelqu'un fait borner un terrain, ça veut dire qu'il a le droit de le borner. Sinon, on ne peut pas aller borner un terrain sans document. Et à partir du moment où on a les documents, ça veut dire qu'on a rempli certaines conditions avant d'avoir ces documents. Donc, on ne peut pas tout de suite fustiger le fait qu'on ait... C'est la mise en valeur qui nous importe ici. Qu'est-ce qu'on en fait après avoir acquis le terrain? Beaucoup de bassins de vie réclament aujourd'hui d'être érigés en commune. Est-ce qu'il est envisagé dans les jours à venir ou dans les années à venir la création de nouvelles communes? Non, je pense qu'il faut aussi que là, on sorte de la spéculation. Parce que dans un passé pas très lointain, nous avons été surpris d'entendre certaines populations dire que leur village avait été érigé en commune, etc., etc. Donc, même si à un moment donné, ça avait été préconisé, nous avons reçu instruction de viabiliser, de viabiliser d'abord l'existant. Viabiliser l'existant parce qu'il ne s'agit pas de créer des communes pour les créer. À quelle fin on crée les communes? C'est pour rapprocher un certain nombre de services sociaux et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations. Il ne faut pas créer les communes pour les créer. Donc, je pense que la création de nouvelles communes, elle n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et quand elle sera d'actualité, on va en parler. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la viabilisation de l'existant. À partir de quand va se poser la nécessité de créer de nouvelles communes? Quand on aura viabilisé celles qui sont là, parce qu'il y a des communes aussi, il faut dire, qui sont, on va dire, trop grandes. Si on prend peut-être il y a quelqu'un qui parle de Gorom, mais si on parle de la commune de Kamti également, elle a plus de 100 villages. Il y a Arbinda. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des cas isolés comme ça, mais vous avez aussi des cas où il y a 10 villages et pour des raisons, inavouées, on voudrait qu'on scinde ces 10 villages en 2 groupes pour faire des communes de 5 villages et 5 villages. Ça, ce n'est pas objectif. Maintenant, il faut que nous nous abstenons de certains propos. Parce que à travers la question, on opposait quelque peu Essakan qui serait, avec 90% d'étrangers. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle étrangers ici, mais il faut qu'on évite des propos de ce genre parce que... on ne peut pas être étranger dans son propre pays. Voilà, si on est étranger dans son propre pays, c'est pas nous. C'est pas le fait que ce soit des travailleurs des mines qui sont venus peupler la commune. L'inquiétude, c'est de voir la commune dépeuplée une fois que l'or serait fini, alors qu'elle... Oui, mais ça peut se dire autrement. Ça peut se dire autrement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais on ne peut pas admettre des propos comme étrangers, etc. Surtout nous, Burkinabés, quelque part, ça nous a desservi. Donc ce n'est pas à nous de donner l'exemple en parlant d'étrangers sur notre propre... Peut-être que ce sont des étrangers venus d'autres continents, je n'en sais rien. Mais s'il s'agit de Burkinabés, ce ne sont pas du tout des étrangers, voire même des ressortissants de la CEDEAO ou bien de l'UEMOA, on ne pourrait pas comme ça les qualifier directement d'étrangers. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de favoritisme. Ça ne sera pas fait dans l'obscurité, ça sera fait dans l'intérêt général. Et quand nous aurons reçu instruction de le faire, nous allons le faire savoir au grand jour. Nous n'allons pas découper les communes pour les découper. Nous n'allons pas découper le territoire pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous allons découper le territoire quand nous aurons reçu instruction et dans l'intérêt général. Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, de revoir certains découpages pour tenir compte des besoins des populations? Il y a ce citoyen qui parle, par exemple, de villages très éloignés du chef-lieu de la commune, alors qu'il y a un autre chef-lieu qui est à côté, mais dont elle ne relève pas. Oui, en parlant de chef-lieu, actuellement, nous participons à un comité de réflexion
qui a été mis en place par le ministère de l'administration du territoire. Justement, mais là-bas, il est question de nouvelles circonscriptions. Il est question de nouvelles circonscriptions. Et comme nos communes aujourd'hui ont l'entrée départementale, avec la création, si création il y a de nouvelles circonscriptions administratives, il va sans dire qu'il y aura création de communes. Mais je vous dis encore, c'est dans le cadre d'une réflexion globale en mettant l'accent sur la viabilisation de l'existant. En tout cas, nous n'avons pas encore un projet d'ériger des localités, quand bien même la préoccupation est fondée. Parce que l'objectif de la décentralisation, l'un des objectifs, devrais-je dire, c'est de rapprocher justement l'administration et les services sociaux des populations. Et s'il se trouve que le découpage a produit l'effet contraire, on peut toujours rectifier. Alors, la question des lotissements avec les problèmes de parcelles ci et là, vous avez parlé du sujet tantôt. Alors, qu'est-ce qui est prévu au niveau de votre département pour les maires indélicats? Bon, vous savez, la question des maires indélicats dépasse aujourd'hui le cadre de notre seul ministère. Vous savez que les états généraux de lotissement ont été présidés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je pense que nous allons peut-être apurer d'abord les passifs, parce que il y a des lotissements qui avaient débuté, qui ont été suspendus, et tout ce point-là est fait par le ministère de l'Habitat de concert avec les collectivités territoriales. Et après l'apurement de ce passif, et peut-être si au cours de l'apurement, il se trouve qu'il y a des indélicatesses, bon, vous allez vous en rendre compte, parce que nous n'allons pas tolérer que pour des intérêts personnels, encore une fois, l'on remette en cause un processus et que nous sommes tenus d'ancrer pour vraiment faire du Burkina le pays émergent auquel nous aspirons et tous. Donc, je pense que d'ici là, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de ne pas reproduire ce qui a été négatif. Donc, de circonscrire le mal, si on peut ainsi dire. Donc, à partir de maintenant, par exemple, les habitats spontanés, comme je vous l'avais dit, ce sont des habitats qu'on va détruire. Voilà. Et ce qui ne se faisait pas dans le temps. Et plus on va décourager les spéculateurs, moins il y aura matière à spéculation et donc moins d'indélicatesse, si on peut appeler ça indélicatesse. Monsieur le ministre, est-ce à dire que tous ces lotissements que l'on peut dire bloqués, vous allez procéder aux attributions de ces parcelles-là? Non, ce n'est pas nous qui attribuons les parcelles. C'est-à-dire, c'est même pas nous qui faisons le lotissement, en fait. Le lotissement relève des prérogatives des conseils municipaux, même pas des maires. Parce que souvent, on confond on ne parle pas souvent du maire président du conseil municipal. On parle du maire comme s'il était isolé, seul à prendre les décisions. Or, le maire est le président du conseil municipal chargé de mettre en œuvre les délibérations du conseil municipal. Un maire qui ne travaille pas dans cette logique, c'est qu'il fait mal son travail. Donc, c'est pour vous dire que ce sont les conseils municipaux qui sont chargés de faire le lotissement. Ils font la demande. Après délibération, encore une fois, du conseil municipal, nous transmettons au ministère de l'Habitat qui étudie le dossier et qui accorde et qui autorise le lotissement. Donc, nous ne faisons qu'autoriser. Nous ne participons pas à la mise en œuvre. Maintenant, si la mise en œuvre requiert notre intervention parce qu'elle ne se fait pas dans les normes, en ce moment, nous intervenons. Mais tant que ça se passe bien, nous n'avons pas à intervenir dans le lotissement. Pour clore ce volet, Monsieur le ministre, quels sont les défis actuels en matière d'aménagement du territoire? Qu'attendez-vous particulièrement des collectivités pour la mandature actuelle? Que doivent-elles réussir pour qu'à la fin on dise oui, on a réussi un pari d'étape? Vous savez, déjà, c'est un grand défi que d'avoir en charge l'aménagement du territoire. C'est déjà ça
la première étape. Et c'est déjà de réussir ce défi au niveau même du département, avant de parler des collectivités. C'est pour cela, je vous disais tout à l'heure, nous avions reçu pour lettre, entre autres, dans notre lettre de mission, de faire adopter le schéma national d'aménagement du territoire en 2013. Nous l'avons finalisé. Nous allons bientôt le proposer au Conseil des ministres, conformément aux instructions. Et maintenant, comme les schémas régionaux découlent de ce schéma national, nous envisageons d'aller progressivement en faisant adopter au moins 3 schémas régionaux. On ne va pas parler de tests, mais il vaut mieux adopter 3 schémas régionaux, les mettre en œuvre et peut-être tirer des leçons avant de généraliser. Voilà, donc c'est ce que nous voulons faire. Et en attendant, nous avons un manuel de procédure pour la mise en place et pour du moins l'élaboration des plans communaux et des plans régionaux qui cadre un peu avec qui cadre avec la vision que nous avons en matière d'aménagement du territoire. Ce qui veut dire qu'en attendant les schémas régionaux, déjà, une partie du travail est fait à travers ces plans communaux et ces plans régionaux. Oui, peut-être, Aguima David Tchombiano, avant de passer donc au dernier volet de cette émission, on va demander, il y a une question quand même d'un citoyen. Comment peut-on gérer une mairie sans passation de service? Alors, comment se fait le transfert, le passage d'un conseil municipal sortant à un conseil municipal entrant? Non, vous savez que c'est vrai que... Est-ce que la passation de service est nécessaire et obligatoire? Elle est indispensable, elle est obligatoire, elle est prescrite. Si elle n'est pas intervenue, c'est une faute. Bon, je connais la situation des 351 communes. Donc, je sais de quelle commune il s'agit. Donc, le dossier est sur votre table? Oui, le dossier est sur... si c'est indispensable et obligatoire, cela veut dire que le conseil municipal qui est en exercice actuellement est illégal? Et ne vous en faites pas. Ce n'est pas le lieu de citer la commune ou de faire quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, tout ce qui est illégal, bien sûr, mérite d'être traité comme tel. Parce qu'au niveau de l'inspection générale des services de notre ministère, on a élaboré un canevas type de passation de services qui a été ventilé à l'ensemble des collectivités territoriales. Parce qu'une passation de service peut différer selon la nature du service qu'on va prendre. Ici, ce sont des élus. Bon, la passation de service n'est pas forcément comme si c'était un directeur de service qui allait remplacer un autre. Donc, il fallait un canevas type, ce que nous avons fait. Maintenant, ceux qui ne se conforment pas au canevas type ou qui ne font pas de passation de service du tout, mais nous allons en tirer les conséquences et puis certainement que on en reparlera le moment dans d'autres cadres. Dernier volet de notre entretien de ce soir, le transfert des compétences, des ressources et le renforcement de la maîtrise d'ouvrage. À l'image des autres collectivités, il faut dire que la ville de Ouagadougou connaît un certain nombre de difficultés qui sont propres au processus. Il s'agit entre autres de la question des transferts concomitants et aussi bien des compétences que des ressources. Il y a également les questions de gouvernance. Il y a aussi la question de la participation citoyenne parce que nous n'avons pas encore réussi à faire comprendre aux populations la nécessité pour elles de s'approprier le processus à tout point de vue, que ce soit du point de vue de leurs droits, mais aussi du point de vue de leurs devoirs. Il y a également la question du statut qui est récurrent, statut de l'élu local, parce que vous n'ignorez pas que dans les textes de loi, il est dit que le mandat de l'élu local est gratuit. Il y a également la question de la réglementation des marchés publics, qui connaît un certain nombre de, malgré les relectures qui ont été opérées, à ce jour,
il y a encore des difficultés de mise en œuvre qui créent un certain nombre de lourdeurs et qui empêchent en tout cas, qui constituent des facteurs de blocage pour l'avancée du processus. Pour ce qui est de la ville de Ouagadougou en particulier, nous pouvons dire que parmi les difficultés que nous connaissons, il y a la question de la gouvernance, c'est vrai, comme je le disais, mais il y a également la question de la participation citoyenne. Il y a aussi la question de l'incivisme que vous constatez. De plus en plus, il y a un certain nombre de comportements qui sont en porte-à-faux avec l'esprit citoyen que nous voulons pour cette ville et qui doit concourir à une cohabitation pacifique entre tous les citoyens. De même, vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, il y a la question de la maîtrise d'ouvrage qui se pose. Si Ouagadougou n'en connaît pas, il y a que bon nombre de communes connaissent la question, les problèmes de maîtrise d'ouvrage. Donc, il est nécessaire de renforcer les capacités et les compétences des acteurs locaux de manière à pouvoir leur permettre en tout cas d'assumer au mieux les compétences qui leur seront transférées. Les conseils qui ont été élus sont de bonne volonté. Chacun veut que son village se développe. Nous voulons tous que notre commune se développe. Nous voulons faire la différence avec ce qui se faisait avant avec les préfectures. Nous voulons montrer qu'effectivement, le Burkina a eu raison de mettre la décentralisation dans la Constitution, mais on se retrouve un peu handicapé. Parce que beaucoup, en venant, pensent que on va venir dire on veut une école, on veut un dispensaire, on veut une route, et l'État va donner des financements. On arrive, on se rend compte que ce n'est pas ça. Il faut définir les besoins et chercher les financements. L'autre difficulté que nous avons, c'est au niveau des transferts. Au niveau des transferts, avec le ménage, je peux dire que ça va. Maintenant, là où nous avons des difficultés, c'est au niveau de la santé, où on a les premiers qui font un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, il y a d'autres domaines où on a signé la convention de transfert, mais le transfert de compétences, mais au niveau des ressources, ça ne suit pas. C'est au niveau du préscolaire, on ne voit rien venir. Et au niveau de la culture, culture et sport, bon, on a transféré, mais au niveau des ressources, il n'y a absolument rien. Mais au niveau de la santé, en tout cas, je pense qu'il y a un effort que l'État ou le ministère doit faire pour qu'on sache que non, c'est le même combat. Eux, c'est un service de concentré et ils doivent nous aider. Il est vrai que nous sommes encore, enfin nous apprenons à marcher, mais c'est avec leur concours que nous allons réussir la décentralisation qui est inscrite dans la Constitution. Nous assistons à ce qu'on appelle un inachèvement juridique. Depuis 1993, les lois de la décentralisation ont été votées. Il y a des décrets qui ne sont pas encore pris pour leur application. Il y a des arrêtés qui ne sont pas encore pris pour ce qu'on appelle l'atterrissage de ces lois-là au niveau des citoyens, au niveau des communes. Il y a aussi que les ressources des collectivités, hein, bien que ayant accru un temps soit peu, hein, on était en droit d'attendre qu'en 20 ans de décentralisation, les communes constituent une dynamique d'accumulation de richesses bien plus significative que ça ne l'est à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas eu un accompagnement stratégique pour mettre les communes dans une dynamique de création de richesses au niveau local. On néglige presque que le fait que c'est l'agglomération des économies locales qui font la grande économie nationale. Les vrais propriétaires de la décentralisation, qui n'étaient pas là il y a 20 ans, sont là maintenant. Il s'agit des élus locaux. Ce réservoir de gens formés, avisés à la gestion de la chose publique locale, ne contribue pas suffisamment à la réflexion ou
en tout cas à l'avancement du processus de la démocratie. Au contraire, il y en a qui, par dégoût, par dépit, combattent, mettent les bâtons dans les roues des exécutifs municipaux. Ensuite, vous avez globalement l'administration. Les gens de l'administration centrale ou de l'administration déconcentrée ne se sont pas encore appropriés le processus de décentralisation. Car la décentralisation apparaît comme un obstacle à leur épanouissement. Autrement dit, les fonctionnaires de l'État agissent comme des ennemis de la décentralisation. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation jouent bien le jeu de la décentralisation. En dehors de ça, les autres ministères restent de marbre devant le processus de décentralisation. Si on regarde les chiffres, ça augmente, mais ce qui est aussi très clair, ce n'est pas encore suffisamment. Il y a toujours un grand effort à faire, mais aussi nous, on est très conscients que c'est un processus de négociation entre les ministères chargés de la décentralisation et les ministères sectoriels. On connaît aussi très bien, c'est un processus qui va prendre un certain temps. Nous sommes particulièrement actifs dans le renforcement des capacités des élus locaux, dans les finances publiques locales, dans la capitalisation des expériences qui existent déjà ici et dans l'appui de la société civile comme une structure de soutien pour les collectivités territoriales. Ça fait 20 ans que nous sommes dans le processus de décentralisation. En 20 ans de parcours, il faut reconnaître que n'importe quelle machine peut présenter des signes d'essoufflement. Donc, si nous ne renouvelons pas la dynamique de la décentralisation par d'autres types de moyens d'accompagnement, le processus va tomber en panne et ça va donner le contraire de ce qu'on est en droit d'attendre de la décentralisation. Il n'est un secret pour personne que l'État central transfère moins de 4% du budget national aux collectivités. Nous sommes à une étape où, si on ne trouve pas une autre dynamique de ressourcement de la décentralisation, on va vers la panne. Monsieur le ministre, abordons maintenant le transfert des compétences et des ressources au niveau des communes. Pourquoi à cette date, seulement 4 blocs de compétences ont été transférés aux communes? C'est une vingtaine, je crois. 11 privés. Bon, je pense que pour répondre à votre question, il faut d'abord savoir que dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus de décentralisation, il y a un mécanisme qui a été adopté, qui est la progressivité. À chaque étape de cette progressivité, l'État s'assure qu'en faisant le pas suivant ou le pas supplémentaire, il ne risque pas de détériorer la qualité du service qui est rendu aux populations de par ce transfert. Donc cette progressivité permet à l'État aussi de se donner les moyens de renforcer à partir du moment où le diagnostic, si on peut l'appeler ainsi, ou l'état des lieux, il ressort de l'état des lieux que les communes ont les capacités requises pour exercer les compétences qui leur sont transférées. Vous me direz, bien entendu, on n'apprend à nager que dans l'eau. Donc, c'est vrai, on ne peut pas apprendre à nager ailleurs que dans l'eau. Mais encore faut-il mesurer le risque que l'on prend. Quand on veut nager, il ne faut pas aller immédiatement en eau profonde, il faut aller progressivement. Donc, ces communes, j'ai entendu parler tout à l'heure de transfert concomitant, c'est souvent un abus de langage, parce que nulle part dans le Code général des collectivités, il n'est question de transfert concomitant. Parce que la concomitance, nous savons ce que ça veut dire, mais il ne peut pas avoir concomitance
et progressivité en même temps. Donc, c'est contradictoire. Toujours est-il que, en ce qui concerne les transferts, à partir des éléments que je vous ai donnés, nous avons reçu, là aussi, une lettre de mission qui nous instruit de procéder au transfert des autres compétences, des compétences restantes. Donc, nous avons aujourd'hui 21 décrets qui sont prêts et qui vont être présentés bientôt au Conseil des ministres pour adoption, parce que les régions, par exemple, collectivités, n'avaient pas de compétences qui leur aient été transférées. Donc, nous allons transférer les compétences aux régions qui n'en avaient pas, et également d'autres compétences aux communes. Mais il faut qu'on fasse très attention quand on parle de transfert de compétences. Et aucun État ne va contribuer à sa propre déliquescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en transférant les compétences, l'État doit s'assurer que ces compétences seront exercées et au moins la qualité doit être la même, sinon mieux que celle que l'État a contribué à atteindre jusqu'au transfert. Donc, si l'on s'assure de cela, je pense que c'est plus aisé de transférer les compétences, parce que les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Si vous prenez une commune comme Futuri ou Gorom Gorom, ce n'est pas la même chose que Bobo Dioulasso ou Koudougou ou, bon, on va dire même une ville comme Banfora et autres. Donc, si on s'en tient aux quatre blocs de compétences transférées. J'arrive. Comme on n'a pas assez spécifié les communes rurales, c'est peut-être l'une des tares de notre Code général des collectivités territoriales qui n'a pas suffisamment spécifié les communes rurales et qui fait que la commune est une commune. Donc, une commune rurale ayant les mêmes compétences qu'une commune urbaine, qui certainement a plus de moyens, a de la voirie et autres, c'est peut-être quelque chose à revoir, mais on ne peut pas transférer aveuglément aussi les compétences sans prendre le soin vraiment de s'assurer qu'elles seront bien exercées. La progressivité voudrait aussi que cela s'applique aussi aux communes urbaines d'abord, avant d'aller vers les communes rurales, c'est ce que vous voulez dire? Qu'on aille progressivement, d'abord qu'on ouvre les compétences aux communes urbaines et progressivement aux communes rurales? Peut-être que ce qu'il aurait fallu faire, c'est de ne pas donner les mêmes compétences à l'ensemble des communes. De donner peut-être des compétences spécifiques aux communes rurales et aux communes urbaines, des compétences également spécifiques. Par exemple, si vous prenez le cas des pompes funèbres, bon, les pompes funèbres, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Et si vous transférez des pompes funèbres à une commune rurale, bon, je ne sais pas exactement ce qu'elle va en faire. Mais ça fait partie des compétences à transférer. Du coup, on se retrouve dans une commune comme Ouagadougou où ce transfert est indispensable, mais n'est pas nécessaire dans une commune rurale. C'est pour prendre l'extrême exemple. Donc, je pense que le processus est perfectible. Il nous appartient maintenant, en tant qu'acteurs de la décentralisation, de voir là où il y a des faiblesses pour les corriger, parce que c'est un processus et il ne faut pas prendre de risque de transférer pour transférer, parce qu'il y a une pression qui consistera à dire vous avez pris des engagements de transférer, il faut le faire. Retenons que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État et que le développement des collectivités induit le développement national. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas transférer les compétences si tant est que cela va contribuer à développer le pays. S'il faut par exemple évaluer les compétences déjà transférées, comment elles ont été assumées au niveau des communes, est-ce qu'elles ont les capacités de les gérer et de réaliser les missions confiées dans ce cadre? Ah oui, jusqu'à présent, je pense que en matière de transfert de compétences, nous n'avons pas vu. Je peux dire même que c'est le côté où ça marche le plus.
où ça va le plus, parce que les écueils que nous avons à l'endroit des communes, c'est plus dans une autre phase de gestion que la gestion des compétences transférées. En tout cas, en ce qui concerne les compétences transférées, c'est vrai que c'est peut-être la progressivité qui fait que le volume n'étant pas trop important, c'est toujours gérable, comme on dit, mais il va falloir se rendre à l'évidence que plus on va transférer les compétences, plus ça sera complexe. Donc, en même temps que nous allons transférer les compétences et les ressources, il faut renforcer les capacités en termes de ressources humaines pour permettre l'exercice de ces compétences-là. Et c'est ce à quoi nous nous attelons parallèlement avec la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. On parlait tantôt de 4%, de moins de 4% donc, de soutien de l'État aux collectivités. La norme, ça devait être combien? Bon, vous savez, les chiffres, je ne suis pas... En Europe, c'est autour de 30%. Bon, mais on ne peut pas... En Europe, chaque village est une commune. Si on prend la France, il y a des communes de 100 habitants, de 50 habitants. Bon, ça ne peut pas être notre cas ici. Il faut dire que notre processus est quand même un processus... Après 20 ans, il fallait quand même aller autour de 10%. Bon, 20 ans, il n'y a pas 20 ans que la communalisation intégrale existe. La communalisation intégrale est intervenue en 2006. Voilà, et il n'y a qu'à partir de 2006 que réellement on peut parler de décentralisation, je ne dirais pas absolue, mais de décentralisation totale au niveau du Burkina. Donc, je n'ai pas de chiffres comparatifs par rapport à d'autres structures, mais je pense que plus l'État transférera des ressources financières pour les rapprocher de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les populations, parce qu'il faut dire que 80% de la population, on le dit, 80% de la population vit en milieu rural. Et justement, ce sont ces milieux ruraux-là qui sont constitués par les 302 communes rurales. Donc, plus on apportera du soutien aux agriculteurs, par exemple, c'est vrai qu'ils ne sont pas des acteurs de la décentralisation, mais si l'agriculture se développe au niveau d'une commune, cela veut dire que ça impacte sur le développement de la commune. Et plus l'État va transférer des ressources, que ce soit au niveau des collectivités ou des ressources pour aider les paysans et autres au niveau d'une commune, et plus le développement va se faire. Donc, si les plus hautes autorités ont fait l'option de la décentralisation, ce n'est pas pour faire de la rétention par la suite. C'est vrai que ça paraît assez lent, je le reconnais, mais je pense que l'option étant prise, elle est irréversible. Parce que j'entendais tout à l'heure dans votre reportage des propos qui tendraient à dire qu'il y a des gens qui sont contre la décentralisation. La décentralisation, c'est une option. Par exemple, l'éducation et la santé font le jeu et que les autres ministères restent de marbre. Bon, ces propos, je ne peux pas les reprendre à mon compte. Par exemple, Mais est-ce que vous avez ce sentiment-là, que les autres départements ministériels... Non, pas du tout, pas du tout. J'ai par exemple vu que la culture, quelque part on a dit que la culture n'a rien transféré. Or, moi, j'ai vu passer dans mon bureau un arrêté du ministre de la Culture, du ministère de la Culture, qui transfère des ressources par rapport au domaine qui a été transféré. Donc peut-être qu'on n'est pas suffisamment informé, mais quand une option politique est prise dans un pays, comme c'est le cas, c'est une option politique qui a été prise par les plus hautes autorités du pays. Je pense qu'il ne peut pas avoir de services ou de personnes qui rament à contre-courant. Je pense que c'est une option qui s'impose à tout le monde, parce qu'on ne va pas faire la décentralisation. Là, il faut peut-être cesser de rêver. On ne va pas faire la décentralisation et puis, chemin faisant, on dira non, la décentralisation n'a pas marché, on va faire autre chose. Le processus est irréversible. Et comme il est irréversible, il vaut mieux s'assumer et s'assumer le plus tôt serait le mieux. Et on remarque que plusieurs ressources transférées font l'objet quand même de difficultés d'absorption. Et certains maires ont parlé tantôt de la non-maîtrise, de la maîtrise d'ouvrage dans certaines communes.
Est-ce qu'on peut transférer des ressources à des communes sans les accompagner sur le plan de la maîtrise d'ouvrage? Mais justement, c'est le thème que nous avons retenu pour la conférence nationale de la décentralisation, qui est présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est justement le cadre où l'ensemble des acteurs de la décentralisation, je dis bien l'ensemble, je ne parle pas d'élus, et je parle de l'ensemble des acteurs, ceux qui ont les compétences, les ministères à compétences transférées ou à transférer, la société civile, les élus locaux, les partenaires techniques et financiers. Bref, l'ensemble de ces acteurs se retrouvent pour justement parler, entre autres, de la maîtrise d'ouvrage, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage des collectivités. Maîtrise d'ouvrage entendue par le fait que les collectivités doivent avoir les moyens de l'exercice des compétences qu'on leur transfère, pour ainsi résumer. Et ça implique les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. La maîtrise d'ouvrage, c'est cet ensemble-là. Nous nous chargeons du volet des ressources humaines que nous formons progressivement pour les collectivités territoriales et que nous allons accélérer bientôt avec le recrutement d'un certain nombre de personnels à mettre à disposition des collectivités territoriales. Maintenant, il va falloir aussi que les collectivités fassent le maximum pour générer des ressources propres. Les ressources à transférer au niveau national font l'objet d'une loi à l'Assemblée nationale au mois de décembre, alors qu'on sait que les budgets des communes généralement sont élaborés au mois d'octobre. Est-ce qu'il y a eu un lien entre ces budgets communaux et le budget national, en lien avec le transfert des ressources? Mais il y a forcément un lien, puisque le budget des communes, si vous parlez des dotations ou des fonds qui viennent du budget de l'État, il y a forcément un lien avec le budget national. Je ne suis pas spécialiste des finances, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de lien fonctionnel. Et si l'adoption du budget a toujours été faite en décembre, je n'ai pas souvenance d'une année ou de mandature où on a adopté le budget de l'État avant, puisque c'est l'exercice budgétaire en fait, et l'exercice budgétaire, la fin de l'année étant en décembre. Je pense que tout doit être cohérent à mon sens. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des difficultés par rapport à l'adoption en décembre ou à toute autre date. Maintenant, ce dont il faut peut-être parler, c'est quand est-ce que les collectivités ont effectivement dans leur budget ces ressources transférées. Ça, c'est une autre question. Et comme je ne suis pas au niveau des collectivités, je ne peux pas savoir si il faut rectifier quelque chose. Mais s'il se trouve que nous devons rectifier quelque chose, nous allons le faire parce que nous sommes là justement pour faciliter le travail des collectivités en améliorant en même temps les conditions de vie des populations qui y vivent. Justement, en matière de transfert de ces ressources, je suis sûr que même jusqu'à présent, les ressources à transférer pour 2013 ne le sont pas, Monsieur le ministre. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas ministre des Finances, je suis ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. N'empêche que c'est l'ensemble, c'est la vision de l'exécutif de voir la décentralisation aller de l'avant. Oui, est-ce qu'on peut vouloir quelque chose de son contraire? Oui, mais quand vous me parlez de date ou de... Bon, il faut que je vérifie, parce que quand on me dit qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les dotations ne sont pas encore parvenues aux collectivités, bon, moi, si je ne vérifie pas, comme je ne gère pas les finances, je ne peux pas, même si il y a la solidarité gouvernementale, on ne peut parler que de ce que l'on sait. Parce que j'ai développé jusqu'à présent tout ce dont j'ai compétence, mais ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Le ministre de la décentralisation devrait être au courant. Si les communes qui sont sous votre autorité ont des difficultés, ça va vous remonter certainement. Oui, mais pour le moment, ça ne m'est pas remonté et je ne souhaite pas que ça me remonte. Mais vous faites bien d'attirer mon attention. Certainement qu'il y a un problème. Okay. Et s'il y a un problème, je pense qu'on trouvera les moyens de résoudre ce problème avant que les problèmes ne nous remontent. Nathalie Kaoré est là.
avec la dernière série des questions des auditeurs et des téléspectateurs. Voilà, encore beaucoup de questions concernant les transferts des compétences. Monsieur Sirpa Samde Ouedraogo demande quel rôle joue la tutelle dans la gestion des communes, car dans certaines communes, la gestion est très désordonnée, retard de salaire des agents, ingérence des maires dans l'attribution des marchés, incompétence de certains secrétaires généraux de communes. N'est-il pas temps qu'il y ait des contrôles pour rendre fluide la gestion des communes et prendre des sanctions sévères? Pour M. Kam de Ouagadougou, il comprend en termes de transfert de compétences que l'État alloue des fonds aux collectivités et veille à la bonne gestion de ces fonds. Est-ce que c'est ce que l'État fait réellement? M. Sigue Azignare salue les grandes réformes engagées en matière de décentralisation, comme le transfert des ressources aux communes. Pour lui, le secteur de l'éducation, par exemple, dans le secteur de l'éducation, par exemple, les réformes ont pour avantage l'adhésion de la majorité. Cependant, le constat qui se dégage aujourd'hui est qu'il existe une pluralité de sites d'implantation des infrastructures éducatives du fait de rapports de force locales occasionnant des conflits communautaires et autres dérives sociales. Quelles sont les actions fortes envisagées par votre ministère pour venir à bout de ce phénomène d'envergure nationale qui pourrait compromettre dangereusement la gestion décentralisée du système éducatif? Monsieur Sanou Sogo Abobo Djoulasso veut savoir fait savoir du moins qu'au titre du transfert des ressources aux collectivités territoriales, on constate qu'à la date d'aujourd'hui, à 2 mois de la clôture budgétaire, les transferts 2013 ne sont pas encore effectifs. Quelles sont les raisons de ce retard qui s'avère préjudiciable pour le fonctionnement des collectivités? Et quelles solutions en vue de juguler et éviter que de tels problèmes ne se répètent plus? Un téléspectateur de Koudougou demande aussi à savoir pourquoi les dotations globales d'équipement ne sont toujours pas perçues par les communes. Cela fait que les communes n'arrivent pas à payer leurs agents depuis 5 mois, certainement pour dire que l'argent qui devrait servir à les payer va dans les achats d'équipement. Et une autre question, quel rôle vont jouer les communes dans le processus du transfert du préscolaire au poste primaire du MENA? Le secteur de la culture et du tourisme est transféré aux collectivités. À quand les ressources maintenant? Et Monsieur le ministre, pourquoi les conseils municipaux éprouvent-ils des difficultés à examiner en tant que budget annexe le budget des structures de santé tel que prévu par l'article 18 du décret portant transfert de compétences et de ressources dans le domaine de la santé? Djabouda Siendi demande quand est-ce que certaines communes rurales de la région de l'Est auront un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Il dit qu'il veut parler de la commune de Kouala précisément dans l'Anyaya, surtout que l'insécurité y va de façon galopante. Et à quand la révocation des maires qui n'arrivent pas à convoquer les sessions, comme c'est le cas de la commune de Soubaganedougou, et à quand la désignation des maires et des conseillers? Monsieur Inoussa Bouda salue la vision du gouvernement d'avoir doté les collectivités d'un ministre plein, mais quelle est la suite réservée aux problèmes des conseillers CDP qui boudaient le conseil à Nongromassam? Et puis le secteur 37 de Ouagadougou manque de canaux d'évacuation, de voies, d'infrastructures sociales. En temps de pluie, les populations souffrent énormément. À quand la fin de cette souffrance, se demande l'auteur de cette question. Et pour terminer, plusieurs personnes se disent être préoccupées par le coût du loyer au Burkina Faso. Elles demandent à quand une réglementation qui fixe définitivement les prix du loyer au Burkina. Et c'est tout donc pour la série de questions dans le cadre de cette émission. Voilà, Monsieur le ministre, quelle réaction après ces questions? Par exemple, un téléspectateur, auditeur qui parle de gestion désordonnée, retard des salaires, gestion calamiteuse des marchés publics au niveau des communes. Et l'État qui ne s'exécute pas de sa part des transferts des ressources à 2 mois de la fin de l'exercice budgétaire. La question est revenue maintenant. Oui, je pense que en matière de contrôle de gestion,
Nous avons une direction générale de la décentralisation dans un premier temps, et à l'intérieur de cette direction générale se trouve une direction qui est chargée du suivi de la tutelle. La tutelle rapprochée étant assurée par les hauts commissaires. Nous avons une inspection générale des services. Et le tout mis ensemble, je pense qu'il ne peut pas avoir de déficit de contrôle. Mais le problème, c'est que ce contrôle se fait ça peut être un contrôle qu'on a demandé, ça peut être sous dénonciation. Donc nous voulons que ceux qui se trouvent face à des situations de ce genre nous approchent. Nous avons reçu souvent des écrits de certaines communes ou des citoyens de communes qui nous font état de faits, avérés ou non. Nous allons vérifier à travers l'inspection. Et souvent, le plus souvent d'ailleurs, ce ne sont pas des faits avérés. Mais ça nous permet quand même de faire ce qu'on appelle de l'appui conseil, de faire des recommandations au niveau des collectivités pour permettre une meilleure gestion, surtout que la plupart des conseils municipaux ont été renouvelés avec des nouveaux acteurs. Du reste, nous avons un programme de formation de l'ensemble des élus locaux, c'est-à-dire les exécutifs locaux sur l'ensemble du territoire, justement, vont être formés. Nous avons déjà lancé la formation dans le cadre du programme d'appui aux collectivités territoriales. Nous avons déjà lancé le programme dans 140 communes. Et nous allons l'étendre sur l'ensemble du territoire. Et ça vise justement à parler du fonctionnement des collectivités territoriales. C'est donc dire que nous jouons notre partition et nous allons continuer à la jouer. Et encore faut-il que ceux qui ont des reproches à faire au niveau de leurs conseils municipaux puissent même le faire au cours des sessions qui sont ouvertes. Voilà, ou en tout cas, de façon légale et réglementaire, les sessions du conseil municipal sont ouvertes, sauf délibération, avis contraire du moins, d'une délibération dûment adoptée par le conseil des choses municipales. Maintenant, les SG de communes, c'est vrai, les SG de communes, il faut reconnaître que nous sommes en train de préparer un texte pour voir comment nous allons situer ces secrétaires généraux de communes qui sont en même temps, on va dire, responsables de l'attribution des marchés publics au niveau des collectivités territoriales. Et il faut ajouter que ces secrétaires généraux sont sous l'autorité du maire qui peut s'en séparer à tout moment. D'abord, nous mettons à disposition, à la demande du maire, un secrétaire général. Il peut aussi demander que son secrétaire général parte parce qu'il y a incompatibilité. Mais on ne peut pas continuer avec ces allées et venues de secrétaires généraux qui changent à tout moment. Parce qu'il y en a qui prennent le poste de secrétaire général de mairie comme un tremplin pour faire autre chose. Nous voulons sédentariser les secrétaires généraux des mairies et nous travaillons donc à leur trouver un statut. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, ce sont des personnels qui étaient de l'ancien MATDS. Et avec la scission, il y a une partie de ce personnel qui a été reversé au MATD et certains sont restés au MATS. Maintenant que le nombre qui est venu, du moins ce qui a voulu être au MATD, n'est pas suffisant pour pourvoir aux 351 communes et 13 régions, il y a un problème. Donc, on a comme des secrétaires généraux mis à disposition des communes par le MATD et d'autres mis à disposition de certaines communes par le MATS. Donc il faut essayer d'harmoniser et c'est ce à quoi nous allons travailler pour trouver un statut et surtout former ces secrétaires généraux. Parce qu'il y en a qui viennent de l'école, qui ont été certes formés, mais dans la pratique, souvent c'est autre chose. Surtout
quand on est entouré de personnes élues qui ont des comptes à rendre aux populations chaque jour, bon, cette pression-là, ce n'est toujours pas, ce n'est toujours pas des défaillances, mais la pression peut amener à mal travailler ou alors à être considéré comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, malgré les compétences qu'ils ont acquis et qui sont indéniables au niveau de leur formation de base. Oui, on a parlé des écoles, non? Oui. Non, là, vous avez parfaitement... La personne qui a évoqué la question a parfaitement raison quand elle parle de rapport de force souvent dans le choix des sites d'implantation des écoles. Et nous pensons que nous devons travailler à vraiment arrêter ce qu'on peut qualifier d'actes pas très nobles de la part de ceux qui les posent. Il y a une carte éducative, parce qu'il faut être cohérent. Il y a une carte éducative qui a été élaborée et certainement à partir de critères bien donnés. Et pour plus d'efficacité, on a jugé que l'école doit se trouver dans un village X. Et pour des questions de rapport de force, on va implanter l'école dans un village Z. Du coup, l'école ne répond plus à l'objectif pour lequel cette école a été implantée dans la commune. Donc, c'est un problème réel, parce qu'il ne faut pas nier l'évidence. Ce sont des choses que nous vivons sur le terrain. Maintenant, c'est à nous de nous atteler à dissuader les personnes qui agissent ainsi, ou bien les groupes sociaux qui agissent ainsi, pour que la décentralisation ne soit pas un perturbateur, le processus ne perturbe pas la carte éducative qui a été bien étudiée et conforme à des besoins qui ont été exprimés et surtout à une occupation spatiale du territoire. Il y a un citoyen qui vous interpelle justement par rapport encore au transfert 2013 non effectif. Est-ce qu'au niveau du ministère, vous suivez un peu le respect des engagements de l'État vis-à-vis des collectivités dans le cadre des transferts des compétences et des ressources? Mais nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça chaque jour, de suivre non seulement les engagements de l'État, mais de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de décentralisation et d'aménagement du territoire. Donc l'une de nos missions, c'est justement d'être la courroie de transmission, si on peut s'exprimer ainsi, entre le gouvernement et les collectivités territoriales, en tant que ministère de tutelle technique. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Certaines choses peuvent nous échapper, nous l'avouons, mais ce n'est pas volontaire. Mais le sujet que vous évoquez ici, je ne voudrais pas dire des choses sans les avoir vérifiées. Parce que souvent, il faut souvent aller à la source pour savoir si elle a tari ou pas. Parce que de loin, on ne peut pas savoir si une source a tari. Donc, moi, je préfère vraiment être réservé. Et en d'autres occasions, peut-être, certainement, si vous me voyez demain soir, je serai en mesure de vous dire exactement qu'est-ce qu'il en est de ces ressources 2013 dont vous parlez. Monsieur le ministre, plusieurs partenaires techniques et financiers extérieurs appuient le processus de décentralisation, mais on se rend compte que certaines zones sont plus nanties que d'autres. On se retrouve avec des zones avec plusieurs partenaires qui interviennent dans le même domaine. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de coordonner toutes ces interventions? Vous avez parfaitement raison. Du reste, là aussi, vous voyez qu'en matière de coopération décentralisée, nous avons fait passer la direction de la coopération décentralisée en direction générale de la coopération décentralisée. Parce que la coopération décentralisée est le deuxième contributeur au développement local après l'État. L'analyse que nous avons faite également, c'est que cette coopération décentralisée est déséquilibrée. Donc, nous avons initié la base de données. La base de données qui est une cartographie
de cette coopération décentralisée sur l'étendue du territoire et la nature de la coopération décentralisée, les domaines d'intervention, que ce soit des ONG, des communes ou tout autre type de coopération décentralisée. C'est justement après cette cartographie que nous allons essayer d'orienter ceux qui voudraient lier des partenariats avec nos collectivités territoriales vers les zones qui sont moins dotées de ces genres de partenariats. Parce que l'une des missions qui nous a été confiée, c'est justement à travers la décentralisation de travailler à équilibrer le développement, à faire en sorte que le développement soit harmonisé. Nous prévoyons pour cela d'organiser comment on appelle ça, des assises. Voilà, le mot est revenu, des assises de la coopération décentralisée, où nous allons réunir l'ensemble des partenaires qui interviennent dans nos communes, déjà pour leur mettre à disposition les nouveaux textes que nous avons adoptés en matière d'intercommunalité et en matière de jumelage et autres, parce qu'il y a des nouveaux textes qui ont été pris, dont ils n'ont certainement pas connaissance, de l'évolution institutionnelle également, et leur dire que, comme solution, ce sont les textes qui nous donnent les solutions. Et je pense qu'il n'y aura pas de zone au Burkina où il n'y aura pas de conseil municipal. Certainement, ce n'est pas sur ce plateau que je vais vous le dire, mais rassurez-vous, dans peu de temps, vous allez avoir les échos de ces communes où, dit-on, il y a des blocages. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons la situation des 351 communes et des 13 régions. Il y a combien de communes qui sont dans cette situation? Bon, moins d'une dizaine. Moins d'une dizaine sur 351 communes, mais moins d'une dizaine, nous voulons 0 commune bloquée. Nous voulons que toutes les communes fonctionnent et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi dans les jours à venir. Merci, monsieur. Il y a un point que, vous m'excusez, il y a un point que j'avais noté, c'est la question du commissariat de l'Est, où on parle d'insécurité. Ça me donne l'occasion... À quoi là précisément? Voilà, ça me donne l'occasion de saluer mon collègue de l'administration du territoire, parce que son ministère fait passer un spot, c'est comme ça on l'appelle, une annonce, une bande-annonce, où on dit qu'il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de pompiers, parce qu'on a tout brûlé. Voilà, on a tout cassé, tout brûlé. Quand des citoyens demandent, voilà, nous avons de l'insécurité, nous avons besoin de commissariat, et que d'un autre côté, on attaque des forces de l'ordre qui sont venues justement rien que pour établir l'ordre ou alors pour assurer la sécurité, je pense qu'il y a quand même une interpellation profonde qu'il faut faire. L'État est là pour garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens qui vivent au Burkina. Qu'ils soient burkinabés ou qu'ils ne soient pas burkinabés. L'essentiel est qu'ils résident au Burkina. Encore plus pour ce monsieur qui vient l'appeler et qui parle d'insécurité à l'Est. C'est connu. Encore faut-il que ces mêmes populations aident le gouvernement à les aider, en commençant par respecter les forces de l'ordre et justement pour les encourager à les protéger. Parce qu'en défiant l'autorité de l'État, mais quand il n'y a plus d'autorité pour vous protéger, qu'est-ce que ça devient? Ça devient la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ce sont justement les bandits qui vont l'imposer aux honnêtes citoyens. Donc, je voudrais dire que cette interpellation rentre certainement dans le cadre global de la sécurisation du territoire. Et bien que je ne sois pas chargé de ça, je voudrais vraiment répondre particulièrement à ce sujet-là pour dire que quand vous respectez ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, c'est votre propre sécurité que vous garantissez. Parce que si votre voisin
fait la même chose, le cercle s'élargit et tout le monde est en sécurité. Mais quand on défie l'autorité de l'État, d'ailleurs on le défie généralement pas très longtemps, et ce n'est à l'avantage de personne. Merci bien, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations, tous ces éclairages sur la dynamique de la décentralisation et de la maîtrise d'ouvrage, de l'aménagement du territoire au niveau du Burkina Faso. Prosper Da et Ili Kaboré sommes très satisfaits. On l'espère aussi pour les téléspectateurs et on espère vous retrouver un de ces jours sur nos plateaux pour évoquer en profondeur d'autres thèmes intéressants de la décentralisation. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au mois prochain pour le 4e numéro de Dialogue avec le gouvernement.